Bonjour. On a vu l'essentiel du cours de mécanique quantique. Cependant, le programme tient à une application qu'on trouve en chimie, qui est la vibration de la molécule d'ammoniac. En effet, cette molécule est signée d'une certaine façon par un rayonnement autour d'une longueur d'onde de 1,2 cm. Et il se trouve que la mécanique classique ne l'explique absolument pas. Il n'y a que la mécanique quantique qui peut expliquer ce rayonnement. Alors on va tenter d'expliquer cela par la mécanique quantique de manière qualitative, car les calculs sont quand même relativement compliqués. Donc c'est la notion de double puits de potentiel. Cette fois on en rajoute un. Rassurez-vous, on n'ira pas au triple puits, on s'arrêtera au double puits. Donc en premier, le modèle de la molécule d'ammoniac, puisque c'est ça qui nous intéresse. Je rappelle le double puits. Qu'est-ce que ça peut être un double puits de potentiel? Eh bien, c'est tout simplement un puits qu'on a doublé. Les deux puits ont quand même la même largeur et ils ont entre deux une barrière de potentiel, d'énergie potentielle V0. Vous remarquez que c'est un modèle. On a mis infini des énergies potentielles au bord gauche et droite de ce double puits. Ça, c'est un modèle parce que la réalité de l'énergie potentielle de la molécule d'ammoniac ressemble plutôt à cette forme de courbe qui est beaucoup plus douce, mais où on peut y reconnaître deux cuvettes qui, dans notre modèle, sont ces deux puits ici. Ce qu'on voit en tout cas, c'est une symétrie, ça c'est certain, c'est une énergie potentielle parfaitement symétrique, comme ici, le modèle est parfaitement symétrique. On retrouve ici la valeur V0, qui semble être une barrière pour le passage de cette cuvette à cette cuvette. Alors, concrètement, la molécule d'ammoniac, vous la connaissez, c'est un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. Si la molécule se trouve dans cette cuvette d'énergie potentielle, elle aura la configuration où l'atome d'azote est à droite et les 3 atomes d'hydrogène tournés vers la gauche. On peut imaginer que l'atome d'azote restant ici et les 3 atomes d'hydrogène vont basculer de l'autre côté, comme un retournement de parapluie. C'est pas la molécule qui va se tourner en bloc, c'est vraiment les 3 atomes d'hydrogène qui vont, comme les baleines d'un parapluie, à cause du vent, se retourner de l'autre côté. Ce sera la configuration de l'autre cuvette, de la molécule dans l'autre cuvette d'énergie potentielle. On peut imaginer qu'au passage par le sommet ici de 0, finalement, les 4 atomes azote et 3 hydrogènes sont dans le même plan. C'est au moment du retournement. Pour avoir une petite idée des chiffres, l'énergie potentielle de cette barrière pour passer de cette configuration à la configuration retournée est 0,25 électronvolts pour la molécule d'ammoniac. On peut se poser la question, est-ce que la mécanique classique autorise de manière naturelle ce retournement? Alors, on fait des petits calculs à partir de formules qu'on connaît en mécanique ou en thermodynamique, qui est par exemple l'énergie d'agitation thermique. On a fait un petit exercice là-dessus. On sait que l'énergie d'agitation thermique est liée au produit K, la constante de Boltzmann, T, la température en Kelvin. Je fais un petit calcul aux alentours d'une température usuelle, mettons, 100 degrés Celsius, qui en Kelvin fait 373 Kelvin. Avec K, la constante de Boltzmann, 1,38 10-23, et un calcul en électronvolts pour pouvoir ensuite comparer à cette valeur de V0, donc divisé par la charge de l'électron. On trouve, si on ne se trompe pas, 0,04 électronvolts. Conclusion, aux températures ordinaires, on s'aperçoit que 0,04 est bien inférieur à V0, c'est-à-dire que l'énergie d'agitation thermique ne permet pas à la molécule de pouvoir franchir cette barrière d'énergie potentielle. Ce n'est pas possible. Donc, mécanique classique n'explique rien. Alors, on va se tourner vers la mécanique quantique pour essayer de comprendre. Pour ça, il faut rappeler quelques petites choses qu'on a déjà vues dans le cours précédent. Donc, je rappelle que, par exemple, pour le puits de potentiel fini, qui avait une énergie potentielle V0, quand l'énergie de la particule est plus petite que V0, on a trouvé des solutions sinusoïdales à l'intérieur du puits, quand la mécanique classique autorise la particule à y être, et quand la mécanique classique n'autorise pas la particule à y être, on a des solutions en cosinus hyperbolique ou en S hyperbolique, sinus hyperbolique, ou bien en exponentielle réelle,
On choisit l'une ou l'autre de ces formes. Ce qu'on avait aussi dit, c'est que on peut trouver des solutions paires et des solutions impaires. Alors ça va avoir de l'importance pour la suite, donc je vais insister. Les solutions paires ou symétriques, c'est plutôt le terme qu'on va utiliser. On les notera petit s pour symétrique, et puis les solutions impaires, antisymétriques, on les notera petit a. Alors, deuxième rappel, dans le puits de potentiel infini, on avait donc dit que au bord du puits infini, la fonction d'onde était nulle. Impossible qu'elle aille en dehors du puits, elle est confinée dans le puits. Pour le mode 1, le plus simple, celui de plus basse énergie, un sinus, un arc de sinus, c'est tout, avec les zéros au dehors, ici. Donc ça, c'est les principaux rappels. Maintenant, je vais utiliser ces rappels pour deviner, je ne fais pas de calcul, pour deviner la forme de la fonction d'onde dans le mode 1 qui peut avoir lieu dans un double puits. Alors sinon, comment faudrait-il faire? Pour faire les calculs, il faudrait appliquer Schrödinger dans chacun des puits, dans la partie V0, etc., appliquer les formules de continuité, ici, au moment de la barrière, continuité de la fonction d'onde, continuité de la dérivée, appliquer le fait que les fonctions sont nulles sur le bord parce que le puits est nul et infini sur le bord. Ça fait beaucoup de choses, hein. Donc ça fait plus d'un tableau, c'est certain. Donc, c'est pas au programme, les calculs ne sont pas au programme, il s'agit simplement d'avoir un peu de recul et de se dire la fonction d'onde va ressembler à ça. Donc, pour un double puits, eh bien, je prends ici les résultats que j'avais. Dans le puits, j'ai une forme sinusoïdale. Le mode 1 me dit que la forme sinusoïdale ressemble à ça. Donc, je prends une forme sinusoïdale qui ressemble à ça, avec obligation d'avoir 0 sur le bord du puits infini. Ici, pas forcément 0, parce que j'arrive sur un tunnel. Ici, je suis dans le tunnel, donc j'ai une forme cosinus hyperbolique ou sinus hyperbolique. Mais, si je choisis une fonction d'onde symétrique, il faut que je élimine le sinus hyperbolique. Le sinus hyperbolique, il est impair. Donc, le cosinus hyperbolique a une forme comme ceci. Après, dans l'autre partie du puits, re-sinus avec annulation sur le bord du puits. Cette fonction d'onde, voilà son allure qualitative. Je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup de calculs pour deviner sa forme. Elle aura une énergie que j'appelle E1, S parce que c'est la fonction symétrique ou paire. Si maintenant je m'intéresse, toujours dans le mode 1, à la fonction d'onde qui aura une allure antisymétrique, c'est-à-dire impaire, même chose, j'aurai une forme sinus dans le puits de gauche, et cette fois j'aurai une fonction SH, impaire, dans la partie tunnel, ici, donc une forme un petit peu comme ça, et ensuite j'aurai le sinus dans la partie de puits de droite, mais pour que l'ensemble soit impair, il faut bien que dans la partie de droite, ce soit en négatif par rapport à ce que j'ai de l'autre côté dans la partie de gauche. On reconnaît bien, c'est une forme impaire, antisymétrique, à l'inverse de celle-ci qui est paire symétrique. Il se trouve que l'énergie de cette forme antisymétrique est E1A et que ces deux énergies ne sont pas rigoureusement égales. Il y a une petite différence et cette petite différence, c'est là que ça va nous permettre d'interpréter les oscillations de la molécule d'ammoniac. Pour avoir une petite idée, un ordre de grandeur de cette différence et mesurer qu'elle n'est vraiment pas très grande, elle fait à peu près 10-4 électronvolts. Revenons aux chiffres pour la molécule d'ammoniac, toujours. Revenons aux chiffres qu'on avait tout à l'heure sur la barrière de potentiel, c'est-à-dire le V0 qui est ici, 0,25 électronvolts. Vous voyez que c'est une petite différence d'énergie qui est vraiment infime, mais elle est importante. Pour continuer, toujours le but c'est d'expliquer que la molécule va osciller. Donc pour continuer, je suis obligée d'introduire un résultat de la mécanique quantique qui s'appelle le principe de superposition. Qu'est-ce que c'est que ce principe de superposition? On va en parler un petit peu tout à l'heure. Donc, je reprends d'abord. La fonction d'onde totale, celle qui dépend de l'espace et du temps, se met, on l'a vu au tout début de la mécanique quantique, sous la forme de la fonction spatiale, qui ne dépend que de l'espace, et d'une fonction du temps
en exponentielle moins i et sur h bar. Je distingue donc la fonction d'onde symétrique et la fonction d'onde antisymétrique, puisque, en particulier dans la partie temporelle, je n'ai pas la même énergie, il y a cette petite différence. Si je veux donc tracer les fonctions associées, j'ai simplement rappelé, pour celle qui est symétrique, elle aura l'allure dont j'ai parlé tout à l'heure, donc je l'ai redessiné ici, et pour la fonction d'onde antisymétrique, elle aura cette allure-là, comme je l'ai dessiné tout à l'heure. Simplement, je rappelle que si on fait le module au carré de la fonction d'onde, ça nous permet d'avoir la probabilité de présence de la particule, ça c'est du concret, et que, vu qu'on a un exponentiel moins i, et sur h bar, quand je fais le module au carré de cet exponentiel, ça me fait 1. Donc la norme de xi carré, c'est aussi la norme de phi carré. Tout simplement, c'est un rappel. Je constate que si j'ai la fonction d'onde soit symétrique, soit antisymétrique, prenons par exemple la symétrique, l'allure me donne ceci. Donc, l'allure en particulier de la norme au carré. Si je mets ça au carré, j'aurai encore une allure comme ceci. Et donc, au niveau de la probabilité de présence, ça veut dire que la particule, elle a autant de chances de se trouver à gauche qu'à droite. Elle est à la fois dans un puits et dans l'autre puits, de manière équiprobable. Ceci pour la fonction symétrique ou pour la fonction antisymétrique. Ce qui veut dire que si je prends la fonction d'onde seule, toute seule, soit l'une, soit l'autre, eh bien, je vais pouvoir dire que la molécule d'ammoniac, elle est aussi bien dans un état où les hydrogènes sont vers la gauche que dans un état où les hydrogènes sont retournés vers la droite. C'est équiprobable. C'est pas trop ce que je souhaite. Je souhaite montrer que la molécule d'ammoniac est capable de passer d'un état bien défini à l'autre état bien défini. Pour l'instant, j'y suis pas, puisqu'elle est dans les deux états possibles. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle le principe de superposition. Que dit ce principe de superposition? Il dit que la combinaison linéaire de deux fonctions d'onde est elle aussi solution de l'équation de Schrödinger, ce que j'ai encadré ici. Du coup, si on fait la somme, essayons de faire la somme des deux fonctions d'onde symétriques et antisymétriques, et que je la fais à l'instant t égale 0. À l'instant t égale 0, l'exponentielle égale 1. Je m'en débarrasse. Ça veut donc dire que la somme de ces deux fonctions d'onde égale la somme des deux fonctions d'onde spatiales. Si je fais la somme des deux fonctions d'onde spatiales symétriques et antisymétriques, quelle allure ça peut avoir? Et là, finalement, ça va avoir, et là je reviens en haut, ça va avoir l'allure de cette courbe verte, à laquelle j'ajoute l'allure de celle-ci. Ça donne quoi? Uniquement en allure, sans calcul. Ça fait que à gauche, j'ajoute ça plus ça, donc ça fait encore un peu plus grand, et à droite, j'ajoute ça plus ça, négatif, opposé, qui fait finalement 0. À l'intérieur, c'est pas très important en fait, mais ça va vite s'annuler, et donc ça nous fait finalement une fonction particulièrement importante dans le puits de gauche et une fonction nulle dans le puits de droite. Autrement dit, quand je fais la somme de ces deux fonctions d'onde à l'instant t égale 0, je construis une fonction qui met la molécule d'ammoniac dans un état bien clair, qui est l'état où l'azote est là et les trois hydrogènes sont d'un côté. Ça à t égale 0. Donc, j'ai construit cet état. Je vais montrer tout à l'heure que cet état peut passer à l'état où les hydrogènes sont retournés vers la droite, donc à un état où la molécule sera passée du puits de gauche au puits de droite. Juste, si vous avez remarqué le petit 1 sur racine de 2, c'est pas bien grave, c'est juste une question de normalisation. Si vous l'oubliez, ça n'a strictement aucune importance. C'est un petit peu comme les vecteurs. Quand j'ajoute un vecteur i normé plus un vecteur j normé, et que je fais i plus j, le i plus j n'est pas normé. Donc pour normer la somme, je divise par racine de 2. C'est un peu l'image que vous pouvez vous en faire, mais sinon ça n'a pas d'importance.